Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Le Grand Jury. Ce soir, le Grand Jury reçoit l'imam Oumarou Diarra, ancien ministre, et il assume être le président par intérim du comité stratégique du M5 RFP. Imam Diarra, merci de cette deuxième comparution devant le Grand Jury. Avec moi, donc, pour vous interroger, Abdraman Keïta. Il est directeur des publications du journal Le Témoin. Bonsoir Keïta. Présent. Et coordinateur par intérim du journal Le 22 septembre aussi. Hein? C'est ça. C'est l'absence. En tout cas, c'est ce qu'il a confirmé autour de ce plateau. Valablement. Oui. C'est mon adjoint. D'accord. Et là, ça me rappelle Alassane Diarra de l'Office du Niger. Et adjoint. Elhadji Chana Takiou, plusieurs fois. Elhadji Chana Takiou, il est directeur de publication du journal Le 22 septembre. Elhadji, merci d'être là. Hein. Merci beaucoup, Barou. Il y a beaucoup d'Elhadji au Mali. Hein. Oui. Elhadji Gamou. Mais combien de fois? En tout cas, je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Le Grand Jury. L'imam Diarra, un regard sur la composition du jury? Bon, comme d'habitude, d'abord je rends grâce à Allah le Tout-Puissant qui m'a permis d'être là une fois de plus dans le studio du groupe Renouveau. Je salue de passage le peuple malien et j'ai en face de moi deux bons grands frères. Je sais que les questions seront clémentes et qu'à la fin du jugement, l'imam pourra rentrer tranquillement pour aller conduire les prières de vendredi de demain. Je compte sur El Hadj, par rapport à ça. En tout cas, merci. Nous vous remercions d'être André Allégal, certainement. La solidarité inter-Alhaj. Keïta, nous avons... Solidarité sans connivence. Oui. Nous avons l'imam Diarra. Je pense qu'il est à sa deuxième. Oui, deuxième comparution. Il nous a laissé une bonne impression la dernière fois. C'est tout un honneur et une utilité pour nous de le rencontrer ici pendant qu'il est le président par intérim d'un mouvement qui est au cœur de la polémique depuis un certain temps. Et il a dit ici qu'il souhaiterait que les questions seront clémentes. Les questions ne le seront pas. Peut-être que le verdict pourrait l'être. Oui. Mais les questions, c'est des choses sans concession. Les questions, c'est des choses que nous devons au public qui les attend. Donc, on ne peut pas vraiment négocier ni transiger sur les questions. Mais le verdict, oui. Le verdict, autre chose, ça peut faire l'objet, parce que de toutes les façons, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du président. Pas forcément. Pas forcément. Le président tient compte de nos avis. Voilà, on n'a jamais tenu compte de nos avis. Donc, je pense qu'en réalité, vraiment, c'est une bonne chose de l'avoir invité. Et je pense aussi que, comme la dernière fois, il a été à la hauteur, il le sera aujourd'hui aussi. Et il va tenir compte aussi des attentes du public. Et là, Chana? Oui, c'est un grand plaisir, surtout que c'est un imam inondé qui fait l'actualité, qui a fait le buzz il n'y a pas très longtemps. Toute la République, au-delà, on l'a vu dans les eaux. C'est ramené à la dimension de ces co-religionnaires. Est-ce que vous voyez? Donc, l'imam, aussi bien que les fidèles, étaient victimes de ces inondations-là. Nous allons en parler. D'accord. Je pense que nous allons parler également, bien sûr, du M5 RFP, bien sûr, du bilan de la transition et de beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il est bien indiqué pour qu'on évoque cette actualité. L'imam, j'hésitais tout à l'heure de vous présenter comme étant le président par intérim du comité stratégique du M5 RFP. Cette hésitation, est-ce que vous pensez qu'elle est fondée, qu'elle est bien fondée? Bon, moi, je pense que quand on a un grand journaliste, sinon un président averti en face de nous,
qui doute encore par rapport à la qualité, sinon de son invité à président. Sauf qu'on a vu, un autre comité stratégique du M5 organiser un autre événement sans que vous ne vous opposiez à cette activité. Ça, c'est un chef avec son cabinet. Donc, nous, c'est un fait quand vous convenez avec moi. Ça, c'est un chef avec son cabinet. Oui. Donc, le comité stratégique du M5-RFP a organisé son activité de don de sang et son soutien à son armée qui se bat à Tenzawaten et non, voilà, autre chose. Moi, je m'en tiens à cela. Et qu'est-ce que vous attendez alors? Qu'est-ce que vous attendez, ce bicéphalisme au sein du M5-RFP? Qu'est-ce que vous attendez pour saisir la justice afin de clarifier la situation? Bon, la justice, moi, je pense que nous, dans un premier temps, tout ce que nous pouvons faire d'abord, c'est d'adresser une correspondance par voie d'huissier à qui de droit pour l'informer qu'il n'est plus apte à être le président du comité stratégique du M5-RFP, par respect, entre guillemets, à la fonction de Premier ministre. Il y a certaines choses qui sont en instance. Bon. La procédure judiciaire, parlons-en. Il y a bicéphalisme, tout le monde se réclame du M5. Est-ce qu'il y a une procédure judiciaire en vue? Est-ce que vous projetez une procédure pour interdire au Premier ministre d'utiliser le sigle, le nom du M5-RFP? Pour moi, il n'y a qu'un seul M5-RFP dont j'assure l'intérim de sa présidence. Je pense que pour cela, ce que Chana a compris, il faut que le M5 soit d'abord officialisé. Est-ce que le M5 est officialisé au niveau des instances administratives normales avec un récépissé qui puisse empêcher aux autres de l'utiliser? Je pense que non. Non, à ce niveau, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc, effectivement, c'est une organisation informelle. Qui est citée dans populaire, informelle, populaire, qui fait partie des mouvements cités dans la charte de notre transition. Mais c'est un mouvement illégal. Chana, on va ordonner la prise de parole aussi. On va ordonner la prise de qui est terminée. Oui, effectivement. Bon, quand cela ne tient, comme il vient de le dire, il a vraiment dressé le tableau. Et cet anniversaire que vous avez fêté intervient quand même dans un contexte sur fond de division en 3 morceaux du FM. En 4 ans. Une division en 3 morceaux. Ça, c'est une évidence quand même, au moins. Il y a le M5 du côté de Malikoura, M5 Malikoura. Vous et d'autres aussi qui ont, comme il l'a dit, organisé aussi leur truc. Et dans quelle mesure pensez-vous, votre camp, être plus dépositaire des idéaux qui ont prévalu à votre création? Et est-ce que vous pouvez nous prouver que cette division n'est pas en train de ruiner ces idéaux et puis les fruits de votre lutte? Oui, vous savez, aujourd'hui, il est très difficile souvent de prendre la parole par rapport à ce sujet. Parce que je l'ai dit en tant que président du comité stratégique du M5-RFP par intérim, en tant que militant des premières heures, je fais partie de l'un des fondateurs de ce mouvement à travers la sémence de l'imam Mahmoud Diko, et aussi en tant qu'analyste du comportement malheureusement de certains leaders au sein de mouvements qui, à un moment donné, ont mis en avant leur propre projet au détriment du projet du peuple malien. Donc je pense que toutes ces divisions sont intervenues en ce moment, depuis le départ du M5-RFP Malikoura, comme vous l'avez si bien dit. Nous savons qu'il était important que nous restons ensemble comme un bloc pour être la branche politique de cette transition. Cette transition quand même qui est le fruit du combat du peuple malien. C'est pour cela que je dis le M5-RFP, ce n'est pas un individu. J'ai l'habitude de le dire sur ce même plateau, c'est un esprit. Et aujourd'hui, nous, en tant que mouvement, en tant que M5-RFP, nous avons mis en mission un porte-parole, un président du comité stratégique qui, vu tout ce que Dieu lui a accordé comme pouvoir et de responsabilité, devrait œuvrer à maintenir la cohésion et l'entente au sein du groupe. Mais malheureusement,
Lui, il avait un agenda qui est différent de l'agenda collectif. Quand vous parlez de lui, c'est ce qui a créé tout ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. Exactement, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, puisque nous avons dit, avant qu'on ait des postes de responsabilité dans ce pays, on nous a vu dans le combat. Quand on avait une responsabilité, nous avons continué le combat. Pas plus que Choguel. Et après, nous continuons le combat. Le M5 RFP, toutes ces décisions sont prises de fait majoritaire. Donc, si celui-là qui dit j'ai le levier du pouvoir, j'ai les impôts des contribuables, je profite de ça, je puise dans ça pour écraser les autres compagnons politiques. Et là, nous allons dire que notre combat n'est pas situé dans ce sens. D'accord. Votre combat, ça c'est vrai, bon, il n'a pas parlé de la mesure dans laquelle ils incarnent les idéaux fondateurs de ce truc-là. Vous pouvez revenir là-dessus. En même temps que cette question que je veux poser, cette autre question que je vais vous poser, vous admettez quand même qu'en réalité aujourd'hui, la situation prouve que les divisions que vous ont connues ont ruiné ce que vous appelez lutte, le combat. Les fruits de cette lutte ont été ruinés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pratiquement, aucune des tendances n'est pratiquement associée à l'action gouvernementale. On ne vous voit pas associé comme cela se doit en tant que branche, comme vous le dites, politique de cette transition. On ne vous voit pas associé dans la mesure du rôle que vous avez joué dans le combat. D'accord. Associé, c'est-à-dire... Avant, vous l'étiez au gouvernement. Il y avait beaucoup d'autres qu'on a sortis du gouvernement au dernier remaniement. On est en train... Mais nous, aujourd'hui... On est en train de faire autre chose, des nominations et beaucoup d'autres trucs dans les ambassades, où on ne voit pas vraiment, on ne voit pas les éléments de votre ligne, de votre branche politique en train de jouer le rôle. Partout, au contraire, c'est la branche militaire qui est en train de prendre les choses en main et vous en accommodez. Vous en accommodez plus que vous ne vous en accommodiez sous le pouvoir que vous avez contribué à déchoir. D'abord, c'est vous qui dites que c'est la branche militaire qui est dans les nominations, dans les ambassades ou autres. Le combat du M5 RFP, dans un premier temps, n'a jamais été la quête d'un poste où il faut qu'on soit aux affaires pour que nous jouions notre rôle dans l'avènement d'un Mali nouveau. C'est là l'une des grandes erreurs des hommes politiques au Mali. Il faut que ce soit moi pour que je prouve que je suis patriote. Nous, on n'est pas sur cette ligne. Aujourd'hui, chaque fois que le gouvernement pose un acte salutaire, le M5 est là à appuyer. Le M5 continue à proposer, pas dans le tapage à travers les médias ou autres, toutes les questions d'envergure nationale, que ce soit les référendums, que ce soit tout dernièrement par rapport à la rédaction de la charte. Nous avons été au rendez-vous. Le dimanche passé, nous avons donné notre sang pour appuyer notre armée. Nous continuons à jouer ce rôle de bons citoyens pour accompagner les plus hauts. Allez-y, Chana. Oui, monsieur le président par intérim du M5 RFP, vous avez chargé votre compagnon Choguel Maïga sans le citer. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'avez plus les leviers du pouvoir qu'aujourd'hui vous le chargez, vous le rendez responsable de la situation actuelle? Bon, je ne l'ai pas chargé, j'ai juste relaté un fait. D'abord, quand ça brûle dans la famille, le premier responsable... Vous l'avez chargé, vous avez lancé des pics, il faut l'assumer. Le premier responsable, c'est le chef de famille. Quand ça ne va pas dans la famille, le premier responsable, c'est le chef de famille. Moi, personnellement, au début de cette histoire que vous dites de division au sein du comité stratégique du M5 RFP, moi, j'ai tous mes témoignages, j'ai tous mes messages ici. D'abord, je me vois jouer d'abord en tant qu'homme politique, mais aussi imam. Je me vois jouer un rôle de conciliateur dans un premier temps. J'ai alerté, au niveau du comité stratégique du M5 RFP, que la direction que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'est pas salutaire ni pour nous, ni pour la transition. J'ai fait appel au Premier ministre, à Dr Choguel Kokala Maïga, pour lui dire d'inviter les premiers responsables de chaque entité afin que nous puissions discuter de tout ce qui se passe au sein du comité stratégique. Mais au-delà de tout ça, aucun de ces appels n'a eu une oreille attentive
Monsieur Imam. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, Imam, on ne peut pas accuser un membre de la famille d'une division au sein de la famille et blanchir le premier responsable. Vous vous présentez comme conciliateur, mais vous êtes un religieux, certes, mais un religieux intolérant. Parce que c'est vous qui avez porté plainte contre Kader Maïga. C'est vous qui avez contribué à son emprisonnement. Est-ce que leader religieux que vous êtes, est-ce que vous pensez que c'est votre rôle, c'est votre mission? Parce que quelque part, on a l'impression que vous avez été manipulé pour porter plainte parce que Kader a parlé de beaucoup de personnes. Aucune de ces personnes n'a porté plainte pour le mettre en prison, si ce n'est vous, vous qui devez être une référence pour la société. Comment expliquer cette plainte-là? Vous savez la teneur ou la portée des propos de Kader. Est-ce que vous avez lu tout ce que Kader a eu à dire dans sa déposition? Moi, je me fie à la justice de mon pays. Être leader politique ou leader religieux ne veut pas dire qu'on doit être victime de l'anarchie, sinon du mauvais comportement d'un individu. Ça, c'est déplacé. C'est ce que vous prêchez. Vous prêchez la tolérance, la paix. La tolérance ne veut pas dire l'injustice. Et vous? La tolérance ne veut pas dire l'injustice, ne veut pas dire l'anarchie. Ça fait deux. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où on dit que le pays est attaqué par des terroristes. Quand un camarade politique se permet de te traiter de terroriste, tu l'amènes à la justice pour qu'il amène les éléments. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe. Nous savons que c'est le terrain politique. Non, le terrain politique, c'est autre chose. C'est ce qu'on doit bannir de la politique du Mali. La politique ne veut pas dire ce manque de respect, injurier, calomnier, diffamer son adversaire politique. D'accord. Ça, la politique ne veut pas dire l'animosité. Vous partagez au moins peut-être cette sortie de Kader Maïga qui a dépeint un peu la situation actuelle de la transition en disant que le pays régresse sous cette régresse. Son expression. Oui, c'est régresse. Le pays régresse sous cette transition. Est-ce que vous partagez cette analyse de votre ancien camarade Maïga? C'est pas ce même-là qui disait que nous allons faire 10 ans, 20 ans. C'est pour cela, moi, je n'inscris pas mes engagements politiques à défendre un individu, à défendre des principes. Tout ce que le Mali traverse aujourd'hui, nous sommes victimes non seulement du terrorisme, mais nous sommes aussi victimes de la géopolitique internationale contre notre État. Le Mali, les plus hautes autorités aujourd'hui ont tracé une ligne conductrice qui doit nous amener à la véritable souveraineté. Et qui dit souveraineté menace des intérêts quelque part. Et ceux-là qui voient leurs intérêts menacés, ils sont obligés de poser des actes à nous faire reculer. Non seulement nous sommes en train de recruter, de former, de faire la guerre et de faire face à la conjoncture internationale. Les difficultés aujourd'hui que le Mali traverse, ce n'est pas propre au Mali seulement. Ça se vit un peu partout. Vous convenez qu'on régresse? Donc non, je ne conviens pas, je ne partage pas. Mais on a quand même des difficultés. Non, oui, mais les difficultés, elles sont au niveau de tous les pays aujourd'hui. D'accord. La Côte d'Ivoire vit des difficultés, elle n'est pas en guerre. Le Sénégal a ses difficultés, le Sénégal n'est pas en guerre. Donc aujourd'hui, moi, c'est des propos démobilisateurs. Non seulement pour la bonne volonté, sinon la bonne vision que les plus hautes autorités ont eue pour le Mali, mais non seulement pour les hommes qui se battent sur le terrain. D'accord. Donc moi, je ne partage pas du tout ces propos qu'il a dit, et ces propos n'engagent que lui. C'est aujourd'hui que lui, il sort pour dire ça. Pourquoi avant qu'il n'aille répondre de ses actes, il n'a pas parlé de cela? En 3 mois, lui peut constater à partir de là où il était que le pays régresse. Je suis désolé. Quelque part aussi, c'est parce qu'il a parlé un peu de ça en filigrane. Je suis désolé. C'est aussi dans le sillage, quand il a parlé de cela, de tout cela en filigrane. Il avait même demandé à l'époque de libérer le ministre qui est aujourd'hui détenu. Le ministre Seydou Traoré. Le Seydou Traoré est détenu, tout ça là. Il a parlé, il a critiqué la transition dans quand même la foulée de son arrestation et de son jugement. Mais moi, je suis resté sur ma faim quand vous dites que votre préoccupation, ce n'est pas d'être associé au gouvernement. À ce que je sache, ce n'est pas d'être associé à l'action gouvernementale. À la gestion. La gestion de l'action gouvernementale. Je n'ai pas dit ça forcément. Si, c'est ce que vous avez dit. Votre préoccupation. J'ai dit que mon engagement politique, mon combat pour le Mali n'est pas lié obligatoirement. Mais pourtant, vous avez dit au niveau du M5 à interpeller le président du comité stratégique par rapport à la sortie de vos maps.
à une des réunions. Qui l'a interpellé? Si, il a été interpellé. Ça, ce sont lui, ses propos. Honnêtement, il a dit, et vous-même, il vous a indexé en disant qu'étant au gouvernement que, en réalité, que les bisbilles entre vous et lui viennent du fait que vous avez fait des sollicitations pour aller chercher de l'argent à l'extérieur et que vous n'avez pas eu gain de cause, que lui c'est quelque chose qui ne gère pas. On ne lui a pas autorisé. Et en tout, même pas lui, en tout, que lui, vous lui réclamez, vous les membres, les autres membres, qui ne pouvaient pas donner. Et que vous voulez le rendre responsable de ce que le chef de l'État lui a posé comme acte souverain. Vous savez, au Mali, tout le monde est connu. Moi, Oumar Diarra, je pense que les Maliens ne doivent pas me qualifier dans ce sillage d'homme politique qui est à la quête permanente de postes. Moi, j'ai renoncé à des postes avant d'être ministre. Le peuple a été témoin de cela. Et après la fonction du ministre, après la fonction du ministre aujourd'hui, on m'a proposé un poste d'ambassadeur que j'ai refusé pour mes visions politiques. Moi, je ne suis pas là, cet homme politique qui se bat forcément pour les postes. Un. Deuxièmement, l'État, pour être un homme d'État, il faut d'abord savoir faire le discernement entre les propos. Oui, mais monsieur, est-ce que vous pouvez parler je viens. Vous avez posé est-ce que vous pouvez parler pas seulement en votre nom? Vous m'avez posé une question, vous m'avez indexé. Oui, mais vous représentez quand même. Non, vous m'avez indexé. Oui. Ok, allez-y. La question, elle était précise. Vous n'avez pas dû la question de financement, là. Voilà, la question de financement. Oui. Vous pensez dans un pays où on est conscient de la responsabilité du fonction de Premier ministre, que le Premier ministre sort à la télé pour dire ça s'est passé entre moi et le président, entre moi et mon ministre. Vous pensez que ça c'est responsable? C'est lui qui le dit. C'est lui. C'est pour cela que j'ai dit j'ai un devoir de réserve. Celui n'a pas compris qu'au plus haut sommet de l'État, que c'est sacré certains propos, moi je me réserve. Mais l'histoire jugera. Mais ce qui est sûr, si lui il m'a refusé d'aller chercher de l'argent pour les pauvres, mais lui, il m'a envoyé pour aller faire le suivi de sa mission aux Émirats Arabes Unis. L'ordre de mission est là et le président est témoin. Si je n'étais pas habilité à faire ça, pourquoi lui m'a confié cette mission? Moi, je préfère mourir que de mentir pour sauver ma tête. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques. Pour ce qui concerne la gestion au plus haut sommet de l'État, je pense que le devoir de réserve doit nous permettre... Vous, en tant que membre du M5, est-ce que vous avez connaissance d'un pacte secret d'honneur qu'il y a entre le M5 et le pouvoir actuel autour de la primature? Puisqu'on suppose que la primature appartient au M5. Surtout entre le comité stratégique du M5 et le pacte d'honneur. Le pacte d'honneur est la déclaration solennelle du président de la transition. Tous les Maliens ont suivi ça en direct quand il a rencontré... Donc ça ne concerne pas le poste de Premier ministre quand il a rencontré les autorités traditionnelles et coutumières, le président il a dit nous allons confier la primature au M5 RFP. Ça a été dit à la télé, tout le monde a suivi ça en direct. Donc aujourd'hui, moi... C'était dans le temps. Oui, c'était dans le temps. C'était dans le temps. Ça ne peut pas je n'en disconviens pas, j'étais dans le temps. Oui. Aujourd'hui, lors du one-man show, de celui dont vous qualifiez qu'il a dit parce qu'on a quitté, on l'a interpellé, c'est lui qui a dit à ce niveau. Vous l'avez exclu. C'est lui qui a dit à ce jour que nous l'avons, nous sommes frustrés parce que tout ce que vous venez de citer. Mais c'est ce même comité, entre guillemets, qui ont mis dans un mémorandum comme argument d'interruption du pacte d'honneur, comme il aime l'appeler. Donc, ça c'est paradoxal. Okay. Tu ne peux pas prendre quelque chose pour argumenter, diffamer sur tes camarades de lutte et prendre cette même proposition comme argument de défense contre les militaires. Non, on est désolé. Allez-y. Est-ce que vous pensez, alors, vous l'avez encore une fois de plus, c'est normal, hein, lancer des pics, tout ça là, relever certaines incohérences. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours bon à sa place? Non, moi aujourd'hui, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Aujourd'hui, le Mali a besoin de quelqu'un au niveau de l'exécutif qui peut rassembler les Maliens. On n'a vraiment pas besoin, chaque fois qu'une autorité, là où nous sommes aujourd'hui, où nos enfants sont en train de mourir pour défendre le pays, sort encore pour créer dans chaque propos qu'il dit, il divise les Maliens. Non, désolé, pour moi aujourd'hui,
Le Mali a besoin d'un premier ministre à la primature qui sait rassembler non seulement les politiques, la société civile, mettre les cœurs et les esprits ensemble. Lui, c'est la branche politique de la transition. Est-ce que Maître Moutagatal, qui est de votre branche, pourrait être cet homme qui pourrait rassembler? Ce portrait robot. Bon, moi, aujourd'hui, la question de poste de premier ministre, là, chaque personne, chaque Malien, aujourd'hui, vous avez cité Maître Moutagatal, pourquoi pas? Comme toutes d'autres personnes aujourd'hui au Mali, capable, moi mon problème, le M5 RFP aujourd'hui, notre objectif, c'est que cette transition que nous avons toujours... Ma question est précise, est-ce que Maître Moutagatal est capable de rassembler? Moi, je pense qu'il est capable comme tout homme. D'accord. Diarra, il s'est dit dans le camp opposé que la tendance M5 dont vous dirigez déjà, les ficelles de cette tendance sont tirées par un certain ministre colonel Abdoulaye Maïga pour désaxer justement le Premier ministre actuel. Est-ce que vous entendez souvent ces avis? D'ailleurs, même un Premier ministre bis. Vous pensez honnêtement que les colonels ont besoin de tirer la ficelle pour désaxer quelqu'un qu'ils ont nommé par décret? Vous pensez réellement qu'ils ont besoin de faire ça? Aujourd'hui, le Premier ministre, il est à la merci du président, même selon la nouvelle constitution. Donc, tout ça, c'est pour... moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat, je ne qualifierais pas de caniveau, mais de se victimiser pour d'autres objectifs. Moi, je n'entre jamais dans ça. Cas, aujourd'hui, Abdoulaye Maïga, il est le ministre qui, entre guillemets, qui est le tutelle pratiquement de tous les politiques. Oui. Nous avons adressé une demande d'audience en bonne et due forme, comme tout autre mouvement politique. Nous avons été reçus. Nous avons fait nos observations par rapport à la marche de l'État. Le M5 RFP aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la dynamique de sortir revendiquer ce qu'on peut dire directement au premier responsable. Si on n'avait pas la possibilité d'accéder au président de la transition ou au ministre de l'administration territoriale ou au président du CNT, là on pouvait sortir dans les grands meetings pour dénoncer ce qui ne va pas. Oui. Mais si nous avons déjà accès, les portes sont ouvertes à tout moment. Quand nous voulons, comment nous voulons. Monsieur le ministre, vous n'en voulez pas au pouvoir de maintenir quelqu'un que vous jugez non rassembleur pendant tout ce temps, alors qu'il y a la possibilité, comme vous le dites, de nommer quelqu'un qui doit rassembler les Maliens? Non, dans ce cas, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est maintenu bien qu'il ne soit pas ce que vous souhaitez comme... Moi, je ne saurais être le président de la transition. Le président de la transition, c'est lui qui nomme son premier ministre. Mais je trouve que c'est du gâchis de laisser continuer quelqu'un aujourd'hui qui ne joue pas pleinement son rôle, profiter de l'impôt de nos contribuables. C'est quand même... Allez-y, vous ramenez la position actuelle du Premier ministre de profiter seulement des impôts. Mais si ce n'est pas ça, je ne vois pas quel rôle. Tout ne tourne qu'autour de profit. Il ne fait que profiter, il ne pose aucun acte selon vous. Pour la bonne gestion du pays. Je ne vois pas. Honnêtement, moi, je n'en vois pas. De quoi en vouloir aux autorités de rester cette situation perdurer? En tout cas, moi, je n'en vois pas. Aujourd'hui, si on doit parler... au lieu de lui en vouloir à lui. Non, je n'en veux pas. Hein. Non. Vous m'avez demandé. J'ai donné ma position. J'ai donné mon point de vue. C'est ma position à moi. D'accord. Mais monsieur le ministre, vous avez parlé à un moment donné de géostratégie, de géopolitique, tout ça là. Nous savons que notre armée nationale est sur le terrain, en train de se battre. Il y a des difficultés réelles, au nord, au sud, un peu partout. Est-ce que vous pensez que cette situation peut continuer? Les Maliens meurent tous les jours, nos militaires sont exposés, alors que vous-même vous avez dit qu'il nous faut un grand rassemblement. Un grand rassemblement pour la paix, un grand rassemblement pour la sécurité. Est-ce que vous pensez que le pays doit entrer en contact avec les véritables belligérants pour tenter de ramener la paix et la sécurité dans notre pays? Les véritables, hein? Oui, effectivement, c'est que quand on a été invité, les partis politiques, par le président de la commission de rédaction de la charte pour la paix, je lui ai posé une question qu'il a mal pris, qu'il n'a pas compris et qu'il a continué à développer même lors de la rencontre avec la presse.
où il m'a même qualifié encore des ministres de la rue. Je suis désolé, souvent les responsables dans ce pays, on se demande comment est-ce qu'il réfléchit ou il agit ça souvent. J'ai posé une question ce jour-là qui était vraiment sincère. Et l'expert Cissé a donné une réponse qui m'a satisfait quelque part à moitié. J'ai demandé, en faisant cette charte, est-ce qu'il pense qu'on peut décréter la paix? J'ai posé la question, c'était une question très claire, parce que pour moi... Elle n'est pas bête du tout. Quand on fait une charte, c'est comme si on va prendre un décret pour dire aujourd'hui... On ne décrète pas la paix. On ne décrète pas la paix. C'était une question vraiment honnête et sincère. Ouais. Et le professeur Cissé, je me rappelle encore de sa réponse, il a dit... ce document sera un peu la boussole des autorités de la transition pour parler des questions de paix. Pour déclencher le processus. Ah, sinon, en flagrant, il a déclaré qu'on aurait dû tenir cette réunion dans les zones concernées. J'en viens. J'ai dit aujourd'hui, la réponse, la définition qu'un habitant de Ogosagou ou de Mondoro ou de Menaka donne à la paix n'est pas forcément égale à la définition que les universitaires à Bamako donnent. J'ai dit aujourd'hui, moi, c'est pas pour... ça arrive souvent... Comme on le dit, j'aime pas trop parler de ma personne, mais je ne vois pas aujourd'hui une autorité de la transition, du début, en tout cas de la rectification, au moment où j'étais dans le gouvernement, aujourd'hui, qui a fait plus de terrain que moi. J'ai été à la contact de ces populations meurtries. Je connais ce que cette population est en train de vivre dans son âme et dans son chair. Tu étais dans l'humanitaire. Donc, je les ai juste invités à aller au contact de cette population. Allez les écouter. Ils ont beaucoup à dire. On doit les entendre. C'est là où peut venir la solution. Mais ce n'est pas dans des réunions à Bamako ici où vient faire un document. Moi, aujourd'hui, si on doit écrire une charte, cela doit intervenir, à mon humble avis, après avoir parlé avec toutes les parties. Les protagonistes. On n'a pas un document qui peut réunir les Maliens plus que la Constitution. Le droit de chacun est déjà cité dedans. Y compris les gens de Kidal qui ne sont plus... Tout le monde aujourd'hui. Parce que la guerre qui nous a été imposée, la guerre asymétrique, elle est très complexe. Nous avons vu l'OTAN et tous ses arsenals en Afghanistan pendant 20 ans. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Autour d'une table. Ils ont abandonné la population. Ils sont revenus autour d'une table. Nous avons vu la Première Guerre mondiale. La Société des Nations est née par rapport à ça. Nous avons vu la Seconde Guerre mondiale. L'ONU et ses instances sont nées après ça. Donc aujourd'hui, la guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il est important. Oui, allez-y. Il est important que les autorités prennent les taureaux par la main. C'est en étant en position de force qu'on doit négocier. Ceux qui veulent laisser les armes, qu'on les amène dans la République. Parce qu'au départ de cette guerre, ce que beaucoup ne savent pas, aujourd'hui, si l'ami porte le boubou de l'ennemi, on est obligé de le combattre comme un ennemi. Au départ de ce conflit, c'était souvent des mercenaires importés par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, à cause de la précarité, nous avons des enfants, des propres Maliens qui ont suivi l'esprit obscurantiste. Donc chaque victoire de l'armée, quelque part aujourd'hui, fait des victimes des deux côtés. Donc aujourd'hui... Vous n'avez pas été compris par Pinochet? Oui, je n'ai pas été compris. Lui, il pense que j'étais là et j'étais en train de faire une mise en cause de leur stratégie. Or, c'était vraiment sincère les propositions que j'étais en train de les faire. Non seulement la charte va intervenir après. Oui, effectivement. Dans ce même sillage, on vous a vu approcher certains religieux pour organiser votre dernier événement. Non, ce n'était même pas pour organiser l'événement. Ah si, on vous a vu en compagnie. Ça continue. Vous avez vu en compagnie des religieux, d'un faux religieux, Farouk, je peux le dire, qui est en train d'appeler à la mobilisation pour aller à votre événement. Exactement. Est-ce que vous ne pensez pas être le vecteur par lequel la religion est en train de revenir encore dans la politique, sur le champ politique, alors qu'on en a connu une mauvaise expérience avec le référendum? Non, quand les religieux avaient exigé qu'on sorte de la laïcité pour amener une voie religieuse, donner une tendance religieuse à notre constitution. Vous c'est ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui. Le Mali a besoin de chaque fille et fils de son pays pour avoir la paix. Et aujourd'hui, vouloir un Mali debout et digne sans ses leaders d'opinion, ça c'est leurré. Ça c'est leurré. Que ce soit religieux
ou fétichistes oui, mais sur le champ politique ou catholique ou autre. Sur le champ politique, il y a d'autres domaines où ils peuvent agir. Il y a des domaines, restreints. Quand on parle de donner son sang pour sauver son armée, ça c'est pas politique. Si vous prenez ça comme politique, ça c'est politique positive. Et la politique n'est pas le mal en soi. Est-ce que les autorités sont en train de se leurrer en allant dans le sens de la rédaction d'une charte tout en laissant un imam aussi important que l'imam Mahmoud Dicko hors du pays, par exemple? Bon, la présence de l'imam hors du pays vraiment est liée à l'agenda de l'imam. Moi, je n'aimerais pas commenter cela. La paix... Il y a son agenda. La paix au Mali. D'abord, je n'ai pas vu un document officiel interdisant l'imam Mahmoud Dicko de rentrer chez lui. Nous n'avons pas vu non plus. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu une déclaration d'une autorité que ce soit dire que l'imam ne doit pas rentrer au Mali. Non, moi, je n'ai pas entendu. Il y a eu des menaces qui laissent entendre qu'il ne rentrera pas sans conséquence. Il a même dit qu'il avait suivi une tentative d'empoisonnement. Il y a eu des actes posés qui prouvent qu'il ne rentrera pas sans conséquence. Ça c'est au moins une réalité. Moi, c'est ça, si tu ne rentres pas sans conséquence, moi, je n'ai pas entendu une déclaration solennelle d'une autorité, que ce soit judiciaire ou autre, dire que l'imam ne doit pas rentrer au Mali. Il ne peut pas le dire. Il est comme citoyen malien. Personne ne peut empêcher un citoyen malien de rentrer dans son pays. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas. Pour la paix, ils ont laissé entendre qu'il y aura des conséquences. Laisser entendre, c'est toi qui le dis. Si, il y a eu des déclarations. Donc lui-même, il a dit, il n'a pas laissé entendre. Il dit qu'il a eu des informations que les autorités seraient dans les dispositions de l'arrêter. Maintenant, pour la paix, le Mali a besoin de tout le monde. Y compris les membres. Tout le monde. Monsieur le Président, en janvier prochain, normalement, logiquement, dans les bonnes conditions, notre pays devrait sortir de la CEDEAO, le Mali, le Burkina et le Niger. Est-ce que vous pensez que nous sommes suffisamment prêts pour subir les conséquences de cette sortie? Pour moi, la question de la CEDEAO et de l'AES, quand on a des problèmes communs, nous sommes obligés de trouver des solutions communes. Je situe un peu les prises de position des présidents des 3 pays de l'AES dans ce sens. Aujourd'hui, la CEDEAO, l'esprit de la CEDEAO est parti du Mali. Mais si la CEDEAO a dérouté sa mission première, qui est l'intégration économique, la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO, et que cette CEDEAO se transforme en syndicat, là, il y a beaucoup de questionnements. Moi, honnêtement, il est important aujourd'hui que les plus hautes autorités du Mali, du Burkina et du Niger travaillent non seulement à imposer l'existence de l'AES dans l'espace CEDEAO. J'ai dit, est-ce que nous sommes prêts pour subir les conséquences? On ne serait jamais prêt par rapport à une telle décision. Mais on va s'assumer. C'est le plus important. C'est tout comme la guerre nous a été imposée. Cette situation a été imposée aux plus hautes autorités de ces 3 pays. Sinon, la CEDEAO, dans son essence, n'est pas une instance de sanction du peuple à travers l'embargo. La CEDEAO doit travailler à œuvrer pour le bien-être de la population qui y vivent. Mais si eux, à chaque fois, il y a des embargos pour asphyxier cette population, moi je pense que les plus hautes autorités, ils ont raison de prendre leurs responsabilités. Honnêtement, aujourd'hui, l'heure de dire on est prêt ou pas, mais c'est de s'assumer. D'accord. Allez-y, Keïta. Je vois que vraiment vous aviez à cœur d'amener une vraie réconciliation au Mali. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible avec la situation que nous vivons actuellement? Ce que la transition a engendré comme dérive, telles que des arrestations nocturnes de gens qu'on enlève, ici par là, des atteintes aux libertés, des politiques qui ne peuvent même plus se réunir sans se faire arrêter. Vous voulez reprendre les propos de Tikenja à votre compte? Non, pourquoi le dire? Non, je crois que moi j'ai commencé à réfléchir avant Tikenja. Et sur ce plateau, on a l'habitude d'en parler avant Tikenja. Allez-y. On peut le reprendre. Oui, on peut être inspiré. Non. On a l'habitude de dire ces mêmes propos avant que Tikenja ne parle ici.
Donc, c'est exact. Ça, pour Tikendia, ça a eu plus d'écho quand même. Bon, ça a eu plus d'écho, ça c'est peut-être... Allez-y, Keita, s'il vous plaît. C'est là de notre, peut-être de l'audience du degré d'audience de cette tribune. Allez-y. Donc, vous voyez, c'est comment la situation est née. On n'avait pas cette situation. Si cette situation existait, vous-même, votre organisation n'allait pas prospérer contre IBK. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a vraiment une certaine peur, une certaine chape de plomb qui est suspendue sur le citoyen malien, et ça crée des situations, des grands malaises, de frustration. Il y a parfois même des familles entières qui sont en prison aujourd'hui. Des fils et des pères qui sont en prison. Ça crée vraiment des frustrations, des malaises. Comment, selon vous, doit-on prendre tout ça en compte dans le plan de réconciliation nationale que vous préconisez? D'abord, par rapport aux arrestations que vous dites arbitraires, moi, je reste toujours derrière les autorités compétentes par rapport à cela. La justice... Même lorsque c'est... Je viens. Non, pas seulement... Je viens. Il va quand même répondre. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des arrestations extrajudiciaires. Il y a ça aussi. Ça n'est pas seulement des arrestations de justice. Je viens. Il y a des arrestations extrajudiciaires. Les arrestations extrajudiciaires, à ma connaissance, je n'en connais pas beaucoup, comme vous le dites. Mais ce qui est sûr, au moment de la suspension, nous avons des hommes politiques qui ont été arrêtés, qui sont partis contre la décision du gouvernement. Je ne dirais pas que c'est une bonne chose en choix, mais quand on est homme politique, qu'on est homme de droit, qu'on est homme d'État, si le gouvernement prend une décision, on doit s'en tenir à cela. Aujourd'hui, je reconnais que au niveau de la justice, beaucoup de choses doivent être revues. Par exemple, des gens qui sont en prison depuis 2 ans sans jugement, on doit voir ces aspects, comment faire les jugements, s'ils doivent être condamnés, que ça soit ainsi, s'ils doivent être libérés, que ça soit ainsi. Donc, les arrestations sans jugement, moi, je pourrais intervenir par rapport à ce niveau. Maintenant, ce que je voudrais que vous compreniez, dans le combat politique, si nous menons un combat, nous, on a été arrêtés. Et vous l'avez accepté comme tel? Non, on a été arrêté. On a été arrêté par vous avez dénoncé. À l'époque, vous avez dénoncé. On a été arrêté. À l'époque, vous avez dénoncé. En prison par IBK. Mais vous avez dénoncé. On a dénoncé. Ah voilà. Mais aujourd'hui aussi, la même chose. Si en ce moment, IBK n'avait pas suspendu les activités politiques. Si vous pensez que c'était arbitraire hier, aujourd'hui, par principe, vous ne devez pas encourager. Parce que simplement... Quand est-ce que vous m'avez vu encourager? Non, vous avez dit que vous taisez parce que c'est les autorités qui l'ont pris. Alors que hier, quand ça vous concernait, vous avez dénoncé. Hier aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Hier, les activités politiques n'étaient pas suspendues. Et si vous ne savez pas, je vous rappelle qu'il y a des arrestations extrajudiciaires partout. Et en abondance. Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont réapparu bien après. Aujourd'hui encore, on est en train de parler de l'arrestation d'un certain 3e vice-président de Tabital Poulakou, qui a disparu. Et un jour, il va réapparaître, on saura où est-ce qu'il était. Jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il y a d'autres que vous connaissez, votre camarade, comment Bachili là? Quoi, Bachili, je sais pas. D'accord. Je sais pas, votre camarade de Bachili qui est aujourd'hui avec, j'ai oublié un peu. Amara Bachili. Amara Bachili, il avait été de façon extrajudiciaire avant de réapparaître. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans ce pays et vous ne savez pas. Simplement parce que vous ne voulez pas, quelque part, égratigner ou bien écorcher. Non, pas dire qu'il y en a que vous n'en savez pas. Pas égratigner ou écorcher. J'ai parlé sur un cas spécifique. Donc, vous connaissez ce que vous voulez connaître et ignorez ce que vous voulez ignorer. Non, aujourd'hui, vous admettez avec moi que le pays est dans une guerre asymétrique. Et l'ennemi de l'intérieur comme de l'extérieur. Les informations qui ont abouti à l'arrestation de ces gens, si moi je ne maîtrise pas ça, je ne vais pas m'aventurer à parler. Mais c'est quand même extrajudiciaire, il faut le reconnaître. Avant de passer la parole à Chana, parlons de votre meeting. Qu'est-ce que ce meeting a apporté à la transition en termes de plus-value, par exemple? Le sang donné pour la prise en charge sanitaire des militaires, c'était vraiment l'objectif principal de l'organisation de ce meeting. Vous avez joint l'utile à l'agréable. Donc, et nous avons profité aussi pour parler de la situation de Tezawaten, renouveler notre soutien quand même à l'action militaire aujourd'hui qui se passe
dans le nord du pays. Vous avez lancé un message fort au sein colonel aussi. Oui, c'est important. C'est dans l'union que nous pouvons arriver à atteindre les objectifs. Donc, je pense que ce meeting est venu à point nommé. D'abord, je salue les services de la Banque de sang, quand même, qui nous ont fait savoir que le dispositif qu'ils ont amené le dimanche au CICB, tous les dispositifs ont été utilisés, que ce soit les poches, tout ce qu'ils ont amené, ça veut dire que les gens ont répondu à l'appel. Donc, est-ce que la fausse note de cette activité n'a pas été Toto Dafé, de ce livre de votre camarade, ancien camarade Choguel Koukala Maïga? C'est peut-être pas la même occasion. Je n'ai pas vu qu'il y ait d'autodafé par rapport à ça. Non, parce que autodafé, c'est quand même ça, c'est une collection d'œuvres. Mais ça, c'est un livre qui a été brûlé. Donc d'abord, je l'ai toujours dit, par respect pour la fonction du Premier ministre, le lieu n'était pas indiqué, la manière n'était pas indiquée. Mais je ne connais pas un défenseur de Choguel aujourd'hui qui a plus défendu ce livre que Taïrouba. Si entre-temps, ce même Taïrouba brûle ce livre, moi je m'en tiens réellement à lui, à son seul jugement. Mais le centre, sauf le qu'il a CICB, profité, votre meeting pour... Non, nous on avait fini l'activité. Le CICB n'était pas le lieu indiqué. D'abord, c'est une salle quand même à un certain de haut standing. Et même pour la sécurité même des gens qui étaient là-bas, même fumer dans la salle n'est pas indiqué. En plus on a vu que le directeur du CICB a demandé des comptes à votre organisation. Non, pas des comptes. Il nous a notifié que Taïrouba ne sera plus admis au niveau du CICB. Donc, demander des comptes, ça fait deux. Allez-y. Oui. Monsieur le Président, oui. Vous êtes aussi président d'un mouvement, d'une organisation, et vous avez des ambitions politiques. Vous avez réussi à être député à un moment donné. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on ne vous donne pas l'opportunité d'aller à la conquête du suffrage pour se faire élire député ou président de la République ou avoir quand même un mandat. On ne vous entend pas assez pour aller vers les élections. Pourquoi cette situation? Bon, il n'a pas été député apparemment, il a été candidat à l'Élysée. Mais bien sûr, comme député. On a été élu et spolié par la Cour constitutionnelle. Il a été élu. On a été élu. Pas acté par la Cour constitutionnelle. Dans tous les cas, il a été élu. Et la Cour est partie. Et la Cour est partie. Allez-y. D'abord, par rapport à... Allez-y. Par rapport à cette question, moi, je pense que le grand frère fait allusion à l'organisation des élections. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, moi je pense que honnêtement, quelle que soit la durée d'une transition, elle doit prendre fin, quelle que soit la durée. Aujourd'hui, mais les élections ne doivent pas être un fin en soi aussi. Il faut que les gens le savent. Nous avons déjà 4 ans de transition où des actes ont été posés. Alors qu'on était parti pour 18 mois. Et que des actes ont été posés. Non, on est parti pour 18 mois. Mais il y a beaucoup de questions aussi qui ont été réglées pendant la transition où souvent un régime démocratiquement élu aura du mal à gérer. Oui. Donc, jusqu'à nous voyons aujourd'hui l'équipement de notre armée. Oui, la nouvelle constitution aussi. Ce n'est pas que la volonté n'y était pas, mais il y avait des barrières qui empêchaient les présidents démocratiquement élus à doter notre armée à des équipements de dernière génération pour faire face à leur mission régalienne. Donc il y a eu la nouvelle constitution. Combien de régimes démocratiquement élus ont buté à ce problème de constitution? Or, on en avait besoin. Moi, aujourd'hui, honnêtement, je pense, après le léger report des élections, il serait bon que les plus hautes autorités donne un chronogramme raisonnable et que nous finissons avec la transition. Un chronogramme irréversible cette fois-ci? Oui, comme ça a été dit. Ça a été, le ministre de l'administration territoriale a dit que c'est un léger report. Oui. Maintenant qu'on donne un chronogramme raisonnable. Entre-temps, ils vont faire autre chose que les pouvoirs démocratiquement élus n'ont pas fait et leur maintien sera... Mais si c'est dans ça que le salut du peuple hier, on va y aller. Un chronogramme raisonnable. Est-ce que vous êtes prêts
en tant que M5 à être dans le starting block pour la présidentielle? Aujourd'hui, le M5 RFP est dans sa dynamique de partenariat stratégique avec l'autorité militaire. Nous, on l'a dit, on est sur ça. Autrement dit, vous êtes prêt à accompagner une candidature militaire à la présidentielle? Nous sommes prêts à accompagner une candidature discutée et validée avec nos partenaires. D'accord. Que ce soit militaire ou civil. Pourquoi les gens font la fixation sur la candidature militaire? Les militaires peuvent proposer un civil. Parce que ce sont les textes, existants. Ce sont les textes existants qui ne permettent pas qu'un militaire soit candidat ou qu'une autorité de la transition soit candidat. Les militaires peuvent proposer un civil. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ce qui se dessine, hélas. S'ils proposent un colonel et que le salut du pays se trouve dans ça, le M5 va soutenir. Allez-y, Keïta, pour votre dernière question. Allez-y. Les militaires soutenir, opposer un candidat. Ça, ce sera un jeu inégal. Ou bien, est-ce que ce sera un jeu, selon vous-même, un jeu impartial? Comment illégal? Allez-y, Keïta. Inégal. Keïta, allez-y. Je voudrais vraiment aborder sa vocation, puisque depuis quelques jours, les autorités se manifestent par la prise de mesures urgentes qu'on a appelées état de catastrophe nationale. C'est votre domaine, puisque vous êtes beaucoup investi dans ce domaine-là. Et je suis sûr que vous l'accueillez comme tout le monde, avec le même enthousiasme, positivement. Mais vous, comme vous l'avez dit, vous avez sillonné le pays dans ce cadre. Vous avez été partout. Et on vient subitement de prendre une mesure, un état de catastrophe nationale. Est-ce que ce n'est pas une injustice faite aux autres victimes de l'insécurité, qui sont les nombreux déplacés, qui n'ont également pas de maison, qui sont chassés de leur maison dans le centre et au-delà, et pour lesquels aucune mesure n'a été prise de ce genre, de cette envergure? Non, moi je pense que la mesure elle a été prise pour l'ensemble du peuple malien, pas que pour les sinistrés. Le fait de déclarer un état de catastrophe naturelle, c'est pour réduire c'est pour réduire les mobilités afin de préserver des vies, afin de protéger, que ce soit les sinistrés ou nous. Les motivations sont des motivations. C'est des motivations liées vraiment aux inondations. Alors que bien avant les inondations, nous avons vécu combien d'années avec des déplacés qui arrivent de partout du centre, pour lesquels une mesure n'a pas été prise pendant que vous-même vous étiez au gouvernement. C'est vrai que vous... Mais on a créé un département uniquement pour s'occuper de ces déplacés. Alors, où sont les mesures alors qu'ils sont dans les rues? Ils ne sont nulle part, ils ne sont pas logés, on ne les accueille pas dans les écoles. Nulle part, ils ne sont accueillis. Non, ne parlez pas d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. Alors, dites-moi où est-ce qu'ils sont accueillis. Non, moi je sais qu'aujourd'hui, la prise en charge côté... Non, les déplacés, l'objectif des déplacés, c'est de travailler à les faire retourner sur les sites d'origine. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'accompagnement, que ce soit sanitaire, éducatif, le gouvernement a beaucoup de programmes et ses partenaires dans ce sens. Aujourd'hui, moi, la première chose que le gouvernement a eu à réussir pour la prise en charge des déplacés, c'est quoi? Aujourd'hui, aucun chef de famille, mort ou vivant, ne sait pas où se trouvent ses enfants. Toutes les familles sont réunies. Même si vous avez un enfant en Mauritanie, s'il n'est pas avec vous aujourd'hui, l'État est parvenu à te dire ton enfant est à ce niveau, où il est décédé. Ça, c'est une grande victoire en temps de guerre, où quand les gens vont dans tous les sens. Là où ils sont aujourd'hui, ces déplacés, on est en train de faire un enregistrement biométrique. On est en train de faire. Non, ça continue. Moi, quand je quittais le gouvernement, j'ai lancé le programme. Mais le programme continue. Ça veut dire qu'on ne doit pas parler comme si l'État ne fait rien pour se déplacer aujourd'hui. Non, maintenant, si vous parlez par rapport à l'état de catastrophe naturelle. Il l'a pris à bras le corps. Comme votre question a été répondue. Voilà. Allez-y, Chana. Monsieur Imam. Oui. On vous avait vu sur les réseaux sociaux inondés, tout votre entourage inondé. À qui la faute que dans votre secteur, il y ait une telle inondation au point que l'imam était dans l'eau
en même temps que d'autres victimes. À qui la faute dans votre secteur? C'est récurrent, chaque année c'est la même chose. Est-ce que vous-même, en tant qu'imam, en tant que leader religieux, vous n'avez pas une part de responsabilité dans ce qui vous est arrivé l'autre jour? En 30 secondes. D'accord. D'abord, je dis que ce qui est arrivé, ce n'est pas propre au Mali ni pour Missa Bougou seul. Je pense que les hommes doivent changer de comportement vis-à-vis de notre univers. Je pense que nous subissons les effets néfastes du changement climatique. Aussi, par rapport au cas spécifique de Missa Bougou, nous l'avons décrit, nous avons un problème de viabilisation de nos quartiers. Deuxièmement, nous avons un collecteur naturel qui collecte pratiquement tous les eaux de pluie de la rive droite du district de Bamako. Moi, j'ai attiré l'attention des plus hautes autorités en tant qu'autochtone de ces quartiers quand on faisait cette route-là, de 3e pont jusqu'à l'arène du Mali, jusqu'à l'arène 6. Voilà. Donc, j'ai attiré leur attention. À défaut d'aménager le collecteur naturel pour que ça puisse drainer les eaux de pluie, de recueillir tous les eaux de pluie qui quittent depuis la cour d'appel, les diriger directement sur le canal. Comme ça, cela allait réduire. Mais j'ai vu, tout a été fait pour réorienter ces mêmes eaux de pluie sur le collecteur naturel. S'il y a crue, déjà l'eau du fleuve Niger remonte. Et qu'en même temps, si ça pleut à tous les niveaux, obligatoirement, nous sommes face à l'inondation. Aussi, l'incivisme. Nous avons vu les tas d'ordures. Les tas d'ordures qui étaient au niveau des trous du collecteur naturel. Donc ça c'est la part des responsabilités de la population. On ne peut pas parler de construction anarchique non plus. Il y a des constructions. Si, dans le lit de la rivière, c'est vrai. Si, il y a des constructions anarchiques. Donc quelque part, tous ces côtés-là doivent être revus. C'est pour cela que j'ai commencé par dire que nous devrons changer de comportement vis-à-vis de notre univers, de notre environnement de vie. C'est aussi sur ce cri de cœur que nous allons mettre un terme au débat pour le compte de cette audience. Imam, à présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Keita. Bon, je pense que par rapport à la dernière fois qu'on l'a rencontré, il a vraiment pris de l'étoffe. Il a abordé vraiment les questions avec beaucoup de responsabilité, avec une approche d'homme d'État, il faut le reconnaître. Il s'est hissé quand même au-dessus, il s'est hissé un peu à la hauteur de cette responsabilité, des responsabilités qu'il a eu vraiment à vivre, bien qu'il lui reste encore quelques amertumes par rapport aux rivalités politiques qui sont tout à fait naturelles, qu'on ne peut pas chasser. Et je pense que lui-même se trouve dans une bonne posture, surtout quand il plaide en toute responsabilité et avec beaucoup de poigne pour la réconciliation nationale et la paix, avec ce qu'on a entendu comme approche chez lui, qui n'est pas du tout fréquente chez beaucoup d'autres, puisqu'il pense qu'en réalité il faut discuter avec tout le monde. Ça, ce n'est pas très fréquent de l'entendre, puisque beaucoup de gens pensent qu'en réalité qu'il faut exclure certains Maliens de ce processus de paix et de réconciliation nationale. Il a le courage de défendre cette question autrement, de façon très originale, et qui mérite vraiment d'être retenu en sa faveur. Et je pense que tout cela est un peu quand même entaché par sa loyauté à toute épreuve au pouvoir actuel, qui ne veut pas vraiment titiller quelquefois par rapport à certaines questions. Mais je pense que déjà vraiment le courage de dire certaines choses que d'autres ne peuvent pas est un atout qui doit être vraiment l'essentiel de ce qu'on doit retenir pour lui et en sa faveur pour la quitter. Takiou. Merci, Monsieur le Président. Abdraman Keita a dit qu'il a pris de l'étoffe. Je dirais qu'il a pris de l'épaisseur. L'imam a pris de l'épaisseur, tant dans le style, dans l'expression, que dans le geste. Monsieur l'imam est en train de devenir un véritable homme politique. Un véritable homme politique, leader religieux. Monsieur le Président, il a assuré. Il n'a pas pris de gants ou parlé en des termes codés. Tout ce qu'il a dit est lisible. Tout ce qu'il a dit est compréhensible. Même si par moments, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est son opinion, c'est sa vision.
nous ne pouvons pas le condamner parce qu'il a une approche différente de ce que nous pensons. Il a courageusement dit ce qu'il pense. Il a courageusement dit au doyen Pinochet qu'il n'a pas été compris. Et je pense que Pinochet nous écoute et qu'il se remettra en cause, qu'il faudrait écouter tout le monde, qu'il faudrait s'ouvrir. La paix est un comportement. On ne peut pas faire la paix en excluant un groupe. On ne peut pas faire la paix avec un seul camp. On ne peut pas faire la paix avec ceux qui disent oui. On ne peut pas décréter la paix, M. Keïta. On ne peut pas décréter la paix. Ce n'est pas du béni-oui. La paix, il faut la paix, comme l'a dit le chanteur tomboxien. Rappelle-moi son nom, paix à son âme. Il faut la paix. Il faut la paix, M. le Président. C'est un homme de paix, un homme de Dieu. Demain, ce vendredi, il faut la quitter. Les fidèles l'attendent. Demain, ce vendredi, entre prendre de l'étoffe et prendre de l'épaisseur, j'ai la faiblesse de croire que les deux mots concourent au même constat. Par conséquent, j'acquitte purement et simplement l'accusé des liens de l'accusation. Par conséquent, l'imam, vous êtes acquitté. On vous autorise à aller conduire la prière de vendredi, de demain. Le sermon de demain. D'abord, je termine par le mot de rassemblement. Aujourd'hui, au Mali, il est important que nous intégrons que quelque part, chacun a commis des erreurs. Qu'on accepte de se pardonner, de se donner la main. Vous avez pardonné à Kader Mbega? Je l'ai pardonné devant le procureur, mais c'est lui qui dit qu'il ne pardonne pas. Le peuple a été témoin de cela. Okay. Moi, depuis sa demande de liberté provisoire, j'ai dit devant le procureur, il reconnaît de m'avoir offensé, mais il ne demande pas pardon. J'ai dit, même s'il ne me demande pas pardon, moi je le pardonne. C'est un monsieur que je n'ai jamais appelé par son prénom. Grand frère. Mais il a été victime d'une manipulation politique et il a subi les conséquences. Politicienne alors. Politicienne. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité l'imam Oumarou Diarra. Il est ancien ministre président par intérim déclaré du comité stratégique du M5 RFP. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Ménaka. Au revoir.